Le facteur avait gagné un téléviseur à un jeu concours, et une semaine plus tard, les habitants de son immeuble avaient cessé de quitter leurs appartements. Alain Lambert n'avait jamais cru à la chance. Alors, quand l'animateur du jeu radiophonique lui annonça qu'il avait gagné un téléviseur couleur, le facteur pensa d'abord à une blague. Il se tenait dans le hall de son immeuble de 10 étages de la rue des Tilleuls, le combiné du téléphone public à la main, n'en croyant pas ses oreilles. La radio jouait depuis une bonne demi-heure pendant qu'il distribuait le courrier sur sa tournée. Une mélodie de Michael Jackson lui parut familière. À 45 ans, Alain connaissait par cœur tous les tubes des années 80. Lorsque l'animateur avait annoncé le numéro de téléphone pour répondre à la question musicale, le facteur n'avait pas pu résister et l'avait composé depuis la cabine du hall. Billy Jean, avait-il répondu avec assurance. C'est tout à fait exact. Félicitations, vous remportez le grand prix de notre concours, un téléviseur couleur Thomson d'une valeur de 5 000 francs. Le reste de la journée, Alain travailla comme dans un brouillard, distribuant mécaniquement lettres et pensions dans les boîtes aux lettres de la vieille tour. Ses pensées n'étaient occupées que par sa visite imminente à l'entrepôt. Enfin, il aurait une vraie télévision pour remplacer son antique radiola à l'écran minuscule en noir et blanc. En 25 ans de service à la Poste, Alain s'était habitué à la vie bien réglée d'un homme seul, où les principaux événements étaient le changement des saisons et les rares lettres de sa nièce. Gagner un appareil japonais aussi cher semblait appartenir à une autre réalité. Son 2 pièces au 5e étage lui venait de sa défunte tante, 5 ans plus tôt. L'héritage comprenait un appartement de 40 mètres carrés avec vue sur la cour, de vieux meubles et des dettes de charge. Ses voisins étaient variés, Madame Gisèle, une retraitée de la porte à côté, et Cédric, un étudiant en cours du soir. Le mobilier était modeste. Un canapé-lit hérité de ses parents, un bureau près de la fenêtre, des étagères de livres et une petite table pour la télévision. C'est là que trônait le vieux radiola de 1979, qui avait déjà servi pendant près de 20 ans. Le lendemain soir, Alain se rendit à l'entrepôt pour récupérer son prix. L'adresse se trouvait en périphérie de Lyon, dans une zone industrielle. Le téléviseur avec son écran de 53 cm paraissait imposant dans son carton orné d'autocollants colorés en plusieurs langues. Les manutentionnaires de la station de radio l'aidèrent à charger le lourd carton dans une camionnette Renault Express dont le chauffeur accepta, pour une somme symbolique, de le déposer chez lui. Pendant tout le trajet, Alain imaginait avec impatience comment il regarderait ses émissions préférées avec une qualité incroyable. La valeur de ce téléviseur représentait 3 mois de son salaire. L'installation et le réglage prirent plus de temps que prévu. Il fallut étudier attentivement l'épée manuelle en français, brancher soigneusement le câble d'antenne, et régler les nombreuses chaînes via le menu à l'écran. Le résultat dépassa toutes ses attentes. L'image était d'une netteté cristalline, les couleurs vives et naturelles, le son clair, sans les distorsions habituelles. Ses voisins ne restèrent pas indifférents à cette merveille technologique. Madame Gisèle vint plusieurs fois admirer la nouveauté, se remémorant qu'à son époque, on ne pouvait que rêver d'une telle qualité d'image. Cédric, l'étudiant, examinait la télécommande avec admiration. « T'as vraiment du bol, Alain, disait-il avec une envie sincère. Tu as économisé une sacrée somme. Les prix de l'électronique importée sont exorbitants en ce moment. » Les premiers jours de possession du nouveau téléviseur furent un pur enchantement. Alain explorait méthodiquement toutes les chaînes disponibles, expérimentait avec les réglages de luminosité et de contraste, et maîtrisait peu à peu les fonctions de la télécommande. Même les programmes habituels semblaient différents, maintenant que tous les détails des studios et les costumes des présentateurs étaient visibles. L'appareil fonctionnait à la perfection, sans le moindre défaut. Alain projetait déjà de regarder les matchs de football avec une qualité exceptionnelle, des documentaires sur la nature, et des films captivants. Cependant, la 4e nuit après l'installation, un premier événement étrange se produisit et le mit en alerte. Il s'était couché à son heure habituelle, après avoir éteint le téléviseur avec le bouton de la télécommande, comme chaque soir. Vers 2h30 du matin, Alain fut réveillé par le son familier d'un écran qui s'allume, un clic électronique distinct et le léger bourdonnement des composants. Il ouvrit les yeux et découvrit que le téléviseur brillait dans l'obscurité de la pièce, affichant une image statique inconnue et sans son. Alain tâtonna pour trouver la télécommande et appuya sur le bouton d'arrêt. L'écran s'éteignit docilement, et il se rendormit. Le matin, le téléviseur était de nouveau allumé. Cela souleva des questions, mais il mit le problème sur le compte des particularités du nouvel appareil. La nuit suivante, la situation se répéta. Le téléviseur s'alluma spontanément vers 2h30 du matin. Cette fois, Alain décida de voir ce qu'il diffusait à cette heure indue. Ce qui apparut à l'écran le réveilla complètement. Réveillé par le son de l'écran, Alain fixa attentivement le moniteur lumineux dans l'obscurité. Au lieu des programmes de nuit habituels,
il voyait d'étranges images floues en noir et blanc de ce qui semblait être des pièces, filmées d'en haut sous un angle inhabituel. D'abord, il pensa à un problème technique ou à une émission nocturne inconnue. Mais en y regardant de plus près, Alain réalisa avec stupeur qu'il voyait des lieux très familiers. Le moniteur montrait clairement les cages d'escalier de son propre immeuble, filmées par une caméra de surveillance cachée, installée sous le plafond. Les marches en béton usé, les rampes métalliques à la peinture écaillée, la porte du 5e étage. Tout était facilement reconnaissable, même dans cette image granuleuse en noir et blanc. L'image changeait périodiquement, montrant différents angles, l'escalier entre le 2e et le 3e étage, le palier près du vieil ascenseur, et même un petit bout de la cour intérieure à travers une fenêtre du hall. Chaque plan montrait un décor familier sous le point de vue inhabituel d'une caméra de surveillance. Alain essaya de changer de chaîne avec la télécommande, mais les boutons ne réagissaient pas. Le téléviseur continuait obstinément de diffuser les enregistrements des caméras de surveillance, comme s'il était connecté à un système de sécurité inconnu de l'immeuble. Soudain, une silhouette humaine apparut sur la caméra du 3e étage. Alain reconnut son voisin Vincent, un ouvrier de l'usine. L'homme d'âge moyen descendait prudemment les escaliers, jetant constamment des regards derrière lui, et tenait dans ses mains un paquet suspect enveloppé dans du papier journal. L'heure affichée à l'écran indiquait la veille au soir, vers 22h30. Alain se souvint avoir entendu des pas dans le hall à ce moment-là, mais n'y avait pas prêté attention. Maintenant, il voyait que Vincent cachait manifestement quelque chose, se comportant de manière extrêmement suspecte et nerveuse. L'image passa à la caméra dans la cour. Vincent sortit du hall et se dirigea vers les poubelles, où il dissimula soigneusement son mystérieux paquet sous un tas de débris de construction et de vieilles planches. Après avoir terminé son opération, il retourna rapidement à l'intérieur, continuant de regarder nerveusement autour de lui. L'image continuait de basculer entre les différentes caméras de surveillance installées dans tout l'immeuble. Alain vit plusieurs autres voisins à des moments nocturnes inattendus, Madame Gisèle qui, à 2h du matin, descendait à la cave avec une lampe de poche à la main, une jeune femme du 6e étage qui rencontrait secrètement un homme inconnu dans le hall. Chaque enregistrement révélait une facette totalement inconnue et secrète de la vie de gens tout à fait ordinaires, qui se comportaient de manière complètement différente le jour et semblaient absolument prévisibles. Alain ne soupçonnait pas qu'il se passait autant d'activités nocturnes cachées et d'événements mystérieux dans leur immeuble en apparence si calme. Il fut particulièrement intrigué par l'enregistrement de la caméra installée au 2e étage, près de l'appartement de l'informaticien. Y vivait Antoine Leroux, un homme silencieux d'environ 38 ans, qui travaillait constamment de chez lui sur son ordinateur et communiquait très rarement avec les autres voisins. Sur l'enregistrement, on le voyait sortir de son appartement avec un appareil électronique complexe à la main et se diriger vers le tableau électrique sur le palier. L'informaticien était clairement en train de brancher ou de régler quelque chose dans le tableau, jetant périodiquement un œil à l'écran lumineux de son appareil. Toute la procédure mystérieuse dura une vingtaine de minutes de travail actif avec les fils et les connexions, après quoi il retourna dans son appartement avec l'air visiblement satisfait d'un homme ayant mené à bien une tâche technique importante. En analysant tous les détails techniques de ce qu'il voyait, Alain supposa logiquement que c'était cet informaticien qui avait installé tout le système de vidéosurveillance caché dans leur immeuble. Lui seul possédait les connaissances techniques nécessaires en électronique, un accès facile au câblage du bâtiment et la capacité de créer un système de surveillance aussi complexe sans que les résidents le sachent. Vers 5h du matin, la mystérieuse diffusion cessa brusquement, et le téléviseur passa automatiquement aux chaînes de télévision normales avec les programmes du matin. Alain essaya de revenir aux enregistrements des caméras, mais toutes ses tentatives échouèrent. La télécommande fonctionnait à nouveau parfaitement. Le lendemain, Alain passa la journée à réfléchir profondément à sa découverte nocturne, regardant tous ses voisins d'un œil nouveau et se remémorant constamment leurs promenades nocturnes secrètes et leurs actions mystérieuses. Le soir, il inspecta attentivement les cages d'escalier et découvrit effectivement de minuscules points noirs à peine visibles sous les plafonds. Des caméras miniatures, installées par un professionnel. La 3e nuit, Alain n'éteignit pas délibérément le téléviseur, attendant patiemment le début de la mystérieuse diffusion. Vers 2h30 du matin, l'écran bascula ponctuellement sur les images familières en noir et blanc. Cette fois, tous les enregistrements étaient très récents, datant de la journée même, avec des horodatages précis. Pendant les 30 premières minutes, rien de particulièrement intéressant ne se passa. Les caméras montraient des couloirs vides, ne capturant qu'occasionnellement un résident tardif rentrant du travail. Alain commençait à s'assoupir dans son fauteuil lorsque quelque chose de vraiment choquant apparut. Sur la caméra surveillant le 6e étage, 2 silhouettes apparurent soudain, un homme et une femme, engagés dans une discussion sérieuse et animée. Alain reconnut immédiatement la femme. C'était Nathalie Durand de l'appartement 57, chef comptable à la polyclinique du quartier. Une femme calme,
toujours aimable, d'une quarantaine d'années, qui le saluait invariablement dans le hall. L'homme était un parfait inconnu pour Alain et ne ressemblait à aucun des résidents. D'une carrure athlétique, vêtu d'une veste en cuir sombre et d'un jean, il se comportait de manière agressive et menaçante, exigeant quelque chose avec insistance de Nathalie, visiblement effrayée. Il n'y avait pas de son, mais les gestes et les postures des deux protagonistes montraient clairement qu'un conflit grave et tendu se déroulait entre eux. La conversation dégénéra rapidement en une dispute ouverte. L'homme agitait les bras, menaçant clairement la femme, tandis que Nathalie tentait de s'éloigner, le dos pressé contre le mur. Soudain, l'inconnu, furieux, la poussa violemment contre le mur en béton. Nathalie tomba maladroitement, sa nuque heurtant violemment l'angle aigu de la rampe métallique. Alain vit avec horreur son corps devenir immédiatement flasque et rester complètement immobile sur le sol froid du palier. Une flaque sombre commença à s'étendre lentement sous sa tête, ressemblant à du sang même en noir et blanc. L'homme se pencha sur la victime immobile, vérifia son pouls au cou, écouta sa respiration, puis, sans effort apparent, souleva le corps sans vie dans ses bras musclés. Le meurtrier transporta méthodiquement le corps de Nathalie vers la sortie. Les caméras enregistrèrent sa progression assurée d'étage en étage, comme s'il connaissait précisément l'emplacement de toutes les caméras. Au rez-de-chaussée, le criminel se dirigea vers la cave, où une lourde porte métallique le déroba à la vue des caméras. Après 35 minutes d'attente tendue, l'homme revint sans le corps, s'essuya soigneusement les mains avec un mouchoir propre et quitta tranquillement l'immeuble par l'entrée principale. L'enregistrement portait un horodatage clair, avant-hier, vers minuit. Alain était assis, en état de choc, peinant à réaliser l'ampleur du crime dont il venait d'être témoin. Un véritable meurtre avait eu lieu dans leur immeuble en apparence si calme, et il en était devenu, par le plus grand des hasards, l'unique témoin. Le plus étrange et le plus inquiétant était que personne n'avait encore officiellement signalé la disparition de Nathalie Durand à la police. Il essaya de se souvenir s'il l'avait vue ces derniers jours. Effectivement, cela faisait un certain temps qu'il ne l'avait pas croisée, mais cela ne lui avait pas paru inhabituel. Les gens partent parfois en voyage d'affaires ou en vacances. Peut-être que le tueur de sang-froid avait pris soin de masquer la disparition soudaine de sa victime. Le lendemain matin, en croisant Madame Gisèle dans le hall, Alain s'enquit avec la plus grande prudence du sort de leur voisine. On ne voit plus beaucoup Nathalie Durand ces derniers temps, n'est-ce pas? Peut-être est-elle tombée malade. Oh, mais elle est partie chez sa fille à Paris pour quelques semaines, répondit calmement la vieille dame. Sa petite fille est très malade, alors elle est allée aider. Elle disait qu'elle en aurait pour 2 ou 3 semaines. Alain sentit un froid glacial l'envahir. L'assassin avait donc bien préparé un alibi convaincant. Quelqu'un, un complice, avait répandu la rumeur d'un voyage familial urgent. Et qui vous a dit cela exactement? Demanda Alain. Oh, c'est une voisine qui me l'a raconté, je crois. Ou peut-être le syndic. Je ne me souviens plus très bien. La mémoire me joue des tours avec l'âge. Cela confirma les sombres soupçons d'Alain. Le tueur était un homme expérimenté et de sang-froid, qui planifiait ses actions à l'avance et effaçait habilement ses traces. Le soir suivant, Alain se décida à prendre une mesure désespérée et risquée. Il imprima plusieurs avis identiques à son bureau et les afficha soigneusement dans les 3 halls de l'immeuble. L'avis annonçait une réunion urgente de tous les résidents concernant une question de sécurité personnelle, prévue à 20 h dans l'appartement numéro 42. À l'heure dite, une quinzaine de personnes se présentèrent chez Alain. Parmi elles se trouvait Madame Gisèle, un jeune couple du 7e étage, Cédric l'étudiant, et plusieurs autres voisins. Chers amis et voisins, je vous ai réunis pour une raison extrêmement grave, commença Alain, sentant sa gorge se serrer d'émotion. Un meurtre a été commis dans notre immeuble. Nathalie Durand de l'appartement 57 est morte. Un silence de mort s'installa instantanément dans la pièce bondée. Mais qu'est-ce que tu racontes, Alain? S'exclama Madame Gisèle, choquée. Elle est à Paris chez sa fille. Non, c'est un mensonge, répondit fermement Alain. Je l'ai vu de mes propres yeux se faire tuer avant-hier soir, sur le palier du 6e étage. Le criminel a caché son corps à la cave. Et comment aurais-tu pu voir ça? Demanda un homme du 7e étage avec un scepticisme évident. Alain savait que le moment crucial était arrivé. Il devait dire la vérité sur les enregistrements nocturnes. Un système de vidéosurveillance a été secrètement installé dans notre immeuble, dit-il avec le plus d'assurance possible. Des caméras cachées sont placées à tous les étages, et j'ai accidentellement eu accès aux enregistrements. J'ai vu tout le meurtre. Du début à la fin. Quelle surveillance? S'étonna une jeune femme. Qui aurait pu installer ça sans notre consentement? Je soupçonne fortement Antoine Leroux, l'informaticien du 2e étage.
Lui seul a les connaissances techniques et l'accès au système électrique de l'immeuble. Les gens se mirent à discuter vivement. Certains exprimaient leur incrédulité, d'autres se rappelaient soudain d'étranges détails dans le comportement récent de certains voisins. « Allons vérifier tout de suite », proposa Cédric. « S'il y a vraiment des caméras, on devrait pouvoir les trouver. » Une partie des résidents, déterminés, partirent immédiatement inspecter les paliers avec des lampes de poche. 40 minutes plus tard, ils revinrent chez Alain, très agités. « Il y a bien des caméras », confirma Cédric, essoufflé. Des dispositifs professionnels miniatures sous les plafonds à chaque étage. Elles sont très bien dissimulées. Désormais, les paroles d'Alain ne semblaient plus si folles. « Alors, on nous a espionnés pendant tout ce temps ?» demanda une femme âgée du rez-de-chaussée avec une horreur grandissante. « Malheureusement, il semble que oui, » acquiesça tristement Alain. « Et le tueur est parfaitement au courant de ce système. Il est même possible que ce soit lui qui l'ait installé. » La panique commença à monter. Les gens se souvenaient avec effroi de leurs allées et venues nocturnes, de leurs rencontres secrètes, de moments intimes qui auraient pu être enregistrés. « Et si le vrai tueur était parmi nous, en ce moment même » chuchota Madame Gisèle, terrifiée. « S'il sait que nous avons découvert son système ?» Cette pensée terrifiante brisa la volonté des personnes présentes. Ils commencèrent à se regarder avec méfiance et peur. Alain comprit que la situation devenait incontrôlable. « Je vous propose de ne plus sortir de vos appartements sans nécessité absolue, dit-il d'une voix aussi calme que possible, surtout la nuit. Et demain matin, nous irons tous ensemble porter plainte à la police. » Un par un, les voisins effrayés regagnèrent leurs appartements. Cette nuit-là, Alain ne tenta même pas de dormir. Il resta assis dans son fauteuil, attendant le début de la diffusion mystérieuse, se préparant mentalement au pire. À 2h30 du matin précise, l'écran bascula de nouveau sur les images de surveillance. Cette fois, les enregistrements étaient frais. Ils montraient la soirée précédente, juste après leur réunion. Les caméras avaient filmé les voisins regagnant leurs appartements en hâte, verrouillant leurs portes à double tour. Mais le pire commença bien plus tard. Sur un enregistrement d'1h30 du matin, Alain vit avec un cœur battant la silhouette sinistre déjà familière, vêtue de sombre, monter silencieusement les escaliers jusqu'au 3e étage. Le visage du criminel était caché par une capuche, mais ses mouvements et sa carrure trahissaient le même homme qui avait tué Nathalie. Le tueur s'arrêta devant l'appartement 23, où vivait Monsieur Bernard, un retraité veuf. Sur l'enregistrement, on voyait clairement le criminel s'affairer sur la serrure avec des outils. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit sans un bruit, et le tueur se glissa à l'intérieur. 37 minutes plus tard, il ressortit, traînant derrière lui une forme enveloppée dans une vieille couverture. Comme la fois précédente, le tueur se dirigea vers la cave pour y cacher le corps de sa deuxième victime. Mais les enregistrements ne s'arrêtèrent pas là. L'image suivante montrait la soirée précédente, vers 23h. La caméra du rez-de-chaussée filmait Sophie Martin, la jeune vendeuse, sortant de l'appartement numéro 7 pour jeter ses ordures. C'était une action routinière, mais cette fois, un piège mortel l'attendait. Le même criminel surgit soudain de l'ombre. Sophie n'eut même pas le temps de crier. Le tueur lui passa une corde fine autour du cou. Après quelques minutes de lutte atroce, son corps devint inerte. Le criminel attendit, puis transporta le corps sans vie vers la cave, où reposaient désormais les restes de 3 innocents. Alain était assis, catatonique, réalisant l'ampleur monstrueuse de ce qui se passait. La peur qu'il avait contribué à semer parmi les voisins servait les intérêts du criminel. De plus, le tueur connaissait parfaitement le système de vidéosurveillance et ne craignait absolument pas les caméras. Cela signifiait soit qu'il contrôlait lui-même les enregistrements, soit qu'il était totalement confiant dans son impunité. Il était de plus en plus probable que le coupable soit l'informaticien, Antoine Leroux. Tôt le matin, Alain descendit prudemment vérifier les appartements de Sophie et de Monsieur Bernard. Les 2 portes étaient fermées à clé. Un silence de mort régnait derrière elles. Il frappa, se présentant comme le facteur avec une lettre recommandée, mais personne ne répondit. Ses pires craintes étaient confirmées. De retour chez lui, il analysa mentalement tout ce qu'il avait vu. Les caméras étaient installées de manière extrêmement professionnelle. Seul Antoine Leroux, l'informaticien du 2e étage, avait les compétences nécessaires. Mais pourquoi espionner ses voisins pendant des années? Et surtout, était-il le tueur? La logique suggérait que oui. Seul le créateur du système pouvait agir avec une telle assurance sans craindre les caméras. Le système de surveillance était l'outil parfait pour planifier ses crimes. Restait la question principale, comment les enregistrements se retrouvaient-ils sur son téléviseur?
Une erreur technique? Ou peut-être que l'informaticien diffusait délibérément les images pour terrifier d'éventuels témoins. Alain comprit qu'il était en danger de mort. S'il avait raison, Antoine savait depuis longtemps que quelqu'un avait accès aux enregistrements. Le lendemain, ses pires craintes se confirmèrent. On frappa à sa porte. À travers le Judas, il vit la silhouette familière d'Antoine Leroux. « Ouvrez, monsieur Lambert », résonna une voix calme, presque amicale, de l'autre côté de la porte. « Nous devons parler sérieusement. » Alain hésita. « De quoi parler ?» demanda-t-il prudemment. « De vos visionnages nocturnes. Vous pensez que je ne sais pas que vous regardez mes enregistrements? Mon système enregistre chaque connexion à la diffusion. » C'était la confirmation finale. L'informaticien contrôlait tout. « Je ne vois pas de quoi vous parlez », tenta Alain, sachant que c'était futile. « Ne mentez pas. J'ai les journaux de connexion complets de votre téléviseur à mon système. 3 nuits de suite, de 2h30 à 5h du matin. Un horaire plutôt spécifique. Que voulez-vous ? Demanda-t-il directement. Discutez, comme des gens civilisés. Je vous assure, je ne vous ferai aucun mal si vous vous montrez raisonnable. Ouvrez la porte. Parlons plutôt à travers la porte. Ce sera plus sûr pour nous deux. Comme vous voudrez. Mais sachez que les murs sont fins, et les sujets que nous allons aborder sont plutôt délicats, dit Antoine. Voyez-vous, mon système de vidéosurveillance est un projet très coûteux et complexe. Je ne veux pas que des étrangers soient au courant, surtout pas la police. Et tuer des gens, ce n'est pas un problème, ne put s'empêcher de lancer Alain. Un long silence s'installa. Vous parlez des événements que vous avez vus sur mes enregistrements, demanda enfin l'informaticien. Je vous assure, tout n'est pas ce qu'il semble être. Ce n'était que des mises en scène. Des mises en scène de meurtre? Vous êtes sérieux? Absolument. Je menais une expérience sociale sur le comportement humain dans des situations extrêmes. Nathalie, Monsieur Bernard et Sophie ont accepté d'y participer volontairement contre une certaine somme d'argent. Cette explication aurait pu être crédible si Alain n'avait pas vu la mort réelle, l'agonie réelle des victimes. Je n'en crois pas un mot, dit-il fermement. Alors venez chez moi demain soir. Je vous montrerai tout le système, je vous expliquerai son fonctionnement, et vous verrez par vous-même que vos soupçons sont infondés. Une menace à peine voilée perçait dans la voix de l'informaticien. Alain savait qu'aller chez lui serait une mort certaine, mais refuser était également dangereux. D'accord, je vais réfléchir à votre proposition, répondit-il prudemment. Réfléchissez, mais pas trop longtemps. Au revoir, monsieur Lambert. L'informaticien s'éloigna. Alain était maintenant convaincu qu'Antoine Leroux était le tueur. Il ne lui restait que très peu de temps. Le soir suivant, il se prépara. Il écrivit une longue lettre détaillant tout ce qu'il savait, la cacha et laissa des instructions à Cédric pour la trouver s'il lui arrivait quelque chose. À 20h, il frappa à la porte de l'appartement 18. Antoine ouvrit aussitôt. « Ravi que vous ayez accepté de discuter franchement. Entrez, je vous en prie. » L'appartement était un véritable centre de contrôle technologique. Des ordinateurs, des écrans partout, montrant des images de tout l'immeuble. Impressionnant, n'est-ce pas? Dit Antoine avec fierté. Plus de 3 ans de travail. Pourquoi espionner tout le monde? Ce n'est pas de l'espionnage, c'est une expérience scientifique sérieuse. J'étudie le comportement des gens. Et les meurtres font partie de votre expérience? Il n'y a eu aucun meurtre réel. Ce sont des mises en scène. Vous voulez vérifier? Antoine composa un numéro de téléphone. Quelques sonneries plus tard, une voix de femme répondit. Allô, Nathalie? C'est Antoine. J'ai un voisin ici qui doute que vous soyez en vie. Pourriez-vous lui parler? Il tendit le combiné à Alain. Celui-ci le prit, les mains tremblantes. Nathalie Durand, c'est bien vous? Bien sûr que c'est moi, monsieur Lambert, répondit une voix familière. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez bien que je suis chez ma fille à Paris depuis une semaine. Mais j'ai vu sur l'enregistrement, on vous tuait. Il y avait du sang. Ah, vous parlez de cette comédie, rit Nathalie. C'était juste un jeu, une mise en scène. Antoine m'a bien payé pour l'aider dans son expérience. Le monde d'Alain se mit à vaciller. Avait-il vraiment tout mal interprété? Et le sang? Je l'ai vu. Du simple ketchup, expliqua-t-elle joyeusement. L'informaticien reprit le téléphone. Convaincu? Vous voulez parler aussi à monsieur Bernard ou à Sophie? Ils sont tous en parfaite sécurité. Alain s'assit,
sentant ses forces l'abandonner. Il avait donc vécu une semaine dans la peur, soupçonné un innocent, semé la panique parmi ses voisins, pour rien. Et pourquoi les enregistrements étaient-ils diffusés sur ma télévision? Une erreur technique lors du réglage du réseau câblé de l'immeuble. Votre nouveau téléviseur a accidentellement capté mon signal. En quittant l'appartement d'Antoine, Alain sentait pourtant que quelque chose clochait. Les explications étaient trop parfaites, trop lisses. Et l'appel téléphonique aurait pu être truqué. Les technologies modernes permettaient d'imiter une voix. Les jours suivants, il décida de mener sa propre enquête. Il essaya de contacter la fille de Nathalie à Paris, sans succès. Il apprit que M. Bernard n'avait pas de famille proche et que les parents de Sophie avaient déménagé et ne maintenaient plus le contact. Cela ne fit que renforcer ses soupçons. Le soir, il prit sa décision. Il devait trouver des preuves directes, et le seul endroit où elles pouvaient se trouver était la cave. La nuit venue, Alain descendit prudemment à la cave, armé d'une puissante lampe de poche et d'une petite pelle pliante. La cave était vaste, remplie de débarras pour les résidents. Une odeur de moisi flottait dans l'air, mêlée à quelque chose de plus désagréable. Dans un coin reculé, il remarqua une zone où la terre avait été fraîchement remuée. Il se mit à creuser. À un demi-mètre de profondeur, sa pelle heurta quelque chose de mou. En dégageant la terre de ses mains tremblantes, il vit un morceau de tissu, une partie de la robe que portait Nathalie. Poursuivant ses recherches, il découvrit l'horreur des restes humains et les effets personnels des 3 voisins disparus. Il n'y avait plus aucun doute. Ils avaient bien été assassinés. La pire découverte l'attendait dans un autre débarras. Une boîte en carton contenant les documents et les notes personnelles de l'informaticien. Dans un épais carnet, Antoine avait méticuleusement noté la situation financière de chaque résident, salaire, pension, économie. À côté des noms des 3 victimes. Des annotations confirmaient l'achèvement de l'opération et les sommes d'argent volées. Le motif réel était là, il volait et tuait des voisins solitaires ayant des économies. Le carnet contenait également ses plans pour les prochaines victimes. Alain comprit qu'il détenait des preuves irréfutables. Il devait immédiatement alerter la police. Mais en essayant de sortir de la cave, il constata que la porte était verrouillée de l'extérieur. Une voix familière retentit dans l'obscurité. Il ne fallait pas fouiner là où on ne vous l'a pas demandé, Monsieur Lambert. Maintenant, il va falloir régler le problème de manière radicale. Antoine se tenait à l'entrée de la cave, un pistolet à la main. Il l'avait surveillé. Vous pensiez que j'allais croire à vos histoires d'expérience sociale, demanda Alain, essayant de gagner du temps. Et pourquoi pas? La plupart des gens sont prêts à croire n'importe quel mensonge s'il est assez convaincant. Vous avez failli y croire, vous aussi. Mais pourquoi tuer des innocents? Pour l'argent? Pas seulement. J'aime le sentiment de contrôle total sur la vie des autres. Observer, étudier, puis décider de la vie et de la mort. L'informaticien descendit lentement l'escalier, le pistolet pointé. Vous serez la 4e victime, Monsieur Lambert. Vous êtes trop curieux. Alors qu'il s'approchait, Alain plongea derrière une pile de vieilles caisses. Un coup de feu retentit. Profitant de cette fraction de seconde, il se jeta vers une trappe de service et s'engouffra dans le passage étroit. Le tunnel était si exigu qu'il devait ramper. Derrière lui, il entendait les jurons d'Antoine qui tentaient de le suivre. Alain déboucha dans une cave voisine et se précipita vers la sortie. Par chance, la porte n'était pas verrouillée. Il courut dans la cour, espérant atteindre son appartement et appeler la police. Mais l'informaticien fut plus rapide. Il l'intercepta à l'entrée du hall, pointant à nouveau son arme sur lui. Tentative d'évasion notée, mais sans succès, ricana le tueur. Mais à ce moment-là, des silhouettes apparurent dans la cour, attirées par le coup de feu. C'étaient des voisins, dont Cédric. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il à voix haute. Antoine Leroux est le tueur, cria Alain. Il a tué Nathalie, Monsieur Bernard et Sophie. Leurs corps sont à la cave. L'informaticien, déconcerté par l'arrivée inattendue des témoins, fut rapidement encerclé et désarmé par les voisins. Quelqu'un courait déjà appeler la police. Vous ne prouverez rien, dit Antoine, mais sa voix avait perdu de son assurance. Les corps sont à la cave, ainsi que vos carnets de plans, répondit Alain. Je pense que cela suffira. L'enquête dura plusieurs mois. L'expertise du matériel d'Antoine confirma entièrement la version d'Alain. Il avait non seulement espionné ses voisins, mais avait aussi créé une base de données pour analyser leur comportement et identifier des victimes potentielles. Les carnets trouvés à la cave révélèrent l'ampleur de son projet criminel. Le mobile était bien le vol, masqué par de prétendues expériences psychologiques.
Le montant total dérobé aux victimes s'élevait à plus de 25 000 francs. L'expertise phonoscopique prouva que la voix de Nathalie au téléphone avait été synthétisée par ordinateur. Le tribunal reconnut Antoine Leroux coupable de triple meurtre, de vol et d'atteinte à la vie privée. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La vie dans l'immeuble reprit lentement son cours, mais l'atmosphère avait changé. Le système de vidéosurveillance fut entièrement démantelé. Alain, traumatisé, dut consulter un psychologue pour surmonter le stress post-traumatique. Le téléviseur japonais, témoin involontaire des crimes, fut vendu presque immédiatement après le procès. Chaque fois qu'il regardait l'écran, il se souvenait de ces nuits terribles. L'immeuble de la rue des Tilleuls devint tristement célèbre dans toute la ville. Les journalistes écrivaient sur elle, informaticien maniaque. Mais Alain connaissait la vérité. Cette histoire avait changé à jamais sa perception des gens ordinaires qui vivent à nos côtés. Il ne se pressa pas d'acheter un nouveau téléviseur. Son vieux Radiola lui suffisait amplement. Il affichait des programmes normaux, sans aucune diffusion nocturne mystérieuse. Parfois, la simplicité est bien meilleure que les technologies les plus modernes.